putain. Putain de merde. Merde. Putain. Je baise. Baiser. Putain. Nick se trompe, putain. Il fait une de ses chaleurs. La Russie ne passe vraiment pas un bon mois d'août, et c'est à cause de l'Ukraine. Vous voyez, même si le président Trump n'a pas imposé de sanctions à la Chine et à la Turquie pour avoir acheté du pétrole russe, l'Ukraine a continué d'appliquer ces sanctions contre l'industrie pétrolière russe. Le mois d'août n'a pas été clément pour les raffineries de pétrole russes. Des raffineries représentant 14% de la capacité totale de raffinage de la Russie ont toutes connu des difficultés. Le 2 août, la raffinerie de Novokouspik, représentant 3% du raffinage total russe, a été touchée. Ensuite, la raffinerie de Razan a représenté 6%. Le 7 août, nous avons eu la raffinerie d'Ovsk, représentant 2%. Le 10 août, nous avons Saratova, dont nous parlerons dans un instant, qui représente encore 2,5%. Au total, en seulement 10 jours, l'Ukraine a frappé environ 14% de la capacité totale de raffinage de la Russie. Je commence à penser que c'est pour cette raison que Poutine a interdit aux producteurs russes d'exporter de l'essence hors de Russie. Ils font face à une pénurie, et les raffineries ne peuvent pas redémarrer assez rapidement pour résoudre ce problème. Maintenant, avant de parler de l'attaque récente que l'Ukraine vient de mener, il y a quelques heures, alors que j'enregistrais ceci, le vice-président J.D. Vance a donné une interview intéressante où il a parlé de la prochaine rencontre qui va avoir lieu entre le président Trump et Vladimir Poutine. Écoutons donc un court extrait de cette interview. Passons à la politique étrangère. On s'attend à ce que le président Trump rencontre Vladimir Poutine peut-être dans la semaine à venir. Qu'attendez-vous de cette rencontre ? Je tiens à féliciter le président Maria car c'est une avancée majeure pour la diplomatie américaine. Si l'on remonte un peu, cette guerre dure depuis plus de 3 ans maintenant. Plus d'1 million de soldats russes et ukrainiens sont morts et selon le président, les chiffres dépassent probablement largement les bilans officiels. Il n'y a eu aucune percée significative. Et depuis 6 mois, le président lui-même, il m'a demandé, ainsi qu'au secrétaire Rubio, de travailler agressivement pour débloquer la situation avec Steve Witkoff. L'un des blocages les plus importants est que Vladimir Poutine a dit qu'il ne s'assierait jamais avec Zelensky, le chef de l'Ukraine. Le président a réussi à changer cela. Nous en sommes maintenant à un point où nous essayons franchement de trouver un créneau dans l'agenda et d'organiser la logistique pour que ces 3 dirigeants puissent s'asseoir et discuter d'une fin à ce conflit. Maintenant, qu'est-ce que je pense qu'il va finalement ressortir de tout cela ? Écoutez, c'est en fait très simple. Si vous regardez la ligne de contact actuelle entre la Russie et l'Ukraine, nous allons essayer de trouver un règlement négocié avec lequel les Ukrainiens et les Russes peuvent vivre, afin qu'ils puissent vivre dans une paix relative. Là où cessent les tueries. Cela ne satisfera réellement ni les Russes, ni les Ukrainiens. Probablement qu'au final, ils seront tous mécontents de cet accord. Mais je ne pense pas que vous puissiez vraiment vous asseoir et mener cette négociation sans le leadership de Donald J. Trump. Maintenant, dans un instant, nous parlerons davantage de la proposition de paix qui a été avancée par les États-Unis ou la Russie, car il semble que nous ayons encore eu un problème de traduction. Il y a eu un malentendu dans la compréhension de ce que disaient les Russes. Et ce n'est pas la première fois que cela arrive. Je commence à croire que c'est peut-être une stratégie russe plutôt qu'un simple malentendu honnête. Mais avant cela, discutons de la raffinerie pétrolière attaquée la nuit dernière et de la raison de la colère des Russes. La nuit dernière, des rapports ont indiqué que des drones ukrainiens avaient frappé la raffinerie de pétrole de Saratov. On pouvait voir de grands incendies, visibles sous plusieurs angles, et le gouverneur a confirmé qu'un site industriel avait été endommagé. Mais il n'a pas précisé qu'il s'agissait de la raffinerie, car le Kremlin ne veut pas que ce genre de nouvelles se répandent dans toute la Russie. Comme vous pouvez le voir sur la carte à l'écran, cette raffinerie se trouve à environ 500 km, soit plus de 300 miles de la frontière ukrainienne, et encore plus loin du territoire réellement contrôlé par l'Ukraine. Comme nous l'avons déjà évoqué, il s'agissait de l'une des principales raffineries en Russie, produisant environ 2% de la capacité totale russe. Bien sûr, cela ne signifie pas nécessairement que cette capacité sera hors ligne pour le reste de l'année, car au final, ces 2%
représente ce que la raffinerie produit sur toute l'année. Mais on peut supposer, en gros, que la raffinerie sera à l'arrêt pendant quelques semaines, voire quelques mois, pour effectuer les réparations des dégâts causés par la frappe ukrainienne. Ici, nous avons quelques extraits qui montrent en réalité l'ampleur des dégâts. De plus, des informations actualisées indiquent en fait que 75% de cette raffinerie de pétrole est en proie aux flammes, ce qui donne des raisons de supposer que cette installation est sur le point d'être totalement détruite. Espérons maintenant que cela s'avère vrai, et que cette installation soit essentiellement irréparable pour les forces russes. Ceci n'est qu'un autre exemple des drones ukrainiens qui frappent au plomb de plus en plus profondément à l'intérieur du territoire russe. Si l'on compare au passé, où les frappes précédentes étaient principalement concentrées sur la ligne de contact dans le sud et les parties occidentales de la Russie. Maintenant, les drones peuvent comment parcourir des milliers de kilomètres à l'intérieur du territoire russe. En fait, alors que j'enregistrais ceci il y a seulement quelques heures, nous avons reçu un autre rapport faisant état d'un drone repéré à environ 1700 miles à l'intérieur de la Russie. Voici l'extrait de cela. Ce drone se trouvait dans la République de Komi, et c'est la première fois qu'un drone atteint une telle profondeur. La cible du drone était une autre raffinerie russe, la raffinerie de pétrole d'Oukhta, et les habitants ont signalé de fortes explosions dans la région, qui se trouve à environ 2700 km de l'Ukraine. Ces frappes ont un réel impact sur l'économie russe et sur le budget fédéral russe. Selon ce rapport, le déficit du budget fédéral russe en juillet 2025 a augmenté de 15 milliards de dollars, dépassant de plus de 25% les prévisions annuelles du ministère des Finances. C'est plus d'un quart et l'année n'est même pas terminée. Le déficit pour les 7 premiers mois a atteint 61 milliards de dollars, soit 4,5 fois plus que l'année dernière. Et en plus, un élément qui fausse tous les calculs pour l'économie russe, c'est le fait que le budget russe a été construit sur l'hypothèse que les prix du pétrole resteraient autour de 70 dollars le baril. Eh bien, malheureusement pour Poutine, cette hypothèse ne tient pas. Nous avons déjà eu plusieurs mois cette année où les prix du pétrole sont descendus jusqu'à 60 dollars le baril, et actuellement, le pétrole se négocie à 66 dollars le baril, ce qui creuse déjà un énorme trou dans le budget russe, et cela sans même prendre en compte les frappes ukrainiennes qui pénètrent profondément en Russie et mettent ses raffineries hors service, ce qui signifie que la Russie ne peut pas traiter le pétrole brut qu'elle extrait, ce qui veut dire qu'elle ne peut pas l'exporter, donc elle gagne moins d'argent. L'Ukraine cible désormais plus que les raffineries de pétrole. Il s'attaque aussi aux usines et aux centres logistiques qui soutiennent la machine de guerre russe, ainsi qu'aux soldats russes sur la ligne de front. Le service de sécurité d'Ukraine a confirmé une frappe sur un terminal stockant des drones Shahed dans le Tatarstan russe. Un centre logistique à Kouzloul, qui stocke également des composants étrangers pour les drones, a été frappé ce matin par le centre des opérations spéciales du service A. La distance entre l'Ukraine et la cible est d'environ 1300 km, soit à peu près 900 miles. Voici la vidéo de l'attaque. Merde, on est foutu. Vous savez ce qui est encore plus intéressant à propos de cette installation. Elle a été nommée Terminal Logistique Deng Xiaoping. C'est parce que l'installation était une opération conjointe entre des producteurs russes et des fournisseurs chinois. On voit bien à quel point la Chine souhaite une résolution pacifique de cette guerre, tout en fournissant des drones à la Russie et en mentant publiquement à ce sujet. Et nous ne soutenons la Russie d'aucune manière, en plus de ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand les entreprises indiennes ont arrêté d'acheter du pétrole russe, devinez qui est venu en acheter à un prix bien plus bas. Ce sont maintenant les acheteurs chinois. Bien sûr, la Chine ne peut pas absorber toute l'offre que l'Inde consommait, donc c'est clairement un coup dur pour la machine de guerre russe. Mais la Chine fait toujours de son mieux pour que cette guerre continue. Et la raison est simple, la Chine n'a aucun intérêt à ce que cette guerre se termine. Et en fait, la Chine profite énormément de cette guerre, donc elle veut s'assurer qu'elle dure le plus longtemps possible. La Chine obtient du pétrole bon marché. La Russie s'affaiblit. Ce que la Chine préfère
Et les États-Unis ainsi que l'Occident sont distraits à cause de cette guerre, ce que la Chine préfère aussi énormément. Donc, au final, des millions de personnes meurent en Ukraine, des millions de citoyens innocents meurent. Ce n'est pas un problème pour la Chine, mais plutôt une situation dont elle peut tirer profit. C'est pourquoi la Chine ne veut pas que la Russie perde, mais elle ne veut pas non plus que la Russie gagne. Elle veut simplement que cette guerre dure le plus longtemps possible, mais malheureusement pour la Chine, il semble que les forces armées ukrainiennes continuent de repousser les envahisseurs russes. Voici le rapport dont je parle. Les forces ukrainiennes gagnent en fait du terrain dans la région de Soumy. Les forces armées ukrainiennes ont libéré cette région de Soumy. Les forces de défense de l'Ukraine ont mené une opération réussie pour libérer et nettoyer complètement le village de la région de Soumy des troupes russes. Des unités du 33e régiment d'assaut séparé et du 24e bataillon d'assaut séparé ont participé à l'assaut. Selon l'armée, 18 envahisseurs russes ont été éliminés lors de la bataille. Si vous vous souvenez, cela s'ajoute aux 2 villages que l'Ukraine a libérés la semaine dernière, puis ils en ont libéré un autre juste une semaine auparavant. Ainsi, dans la région de Soumy, les forces ukrainiennes avancent avec toute leur puissance. En fait, c'est un tel embarras pour Poutine qu'il a en réalité renvoyé la personne qui gérait cette région pour l'armée russe. Le Kremlin a limogé le général Lapine, qui dirigeait le groupement tactique opérationnel sévère. Il a été remplacé par le colonel général Yevgeny Nikiforov, très probablement en lien avec la quasi-destruction de près de 3 bataillons russes dans l'oblast de Soumy et la libération de plusieurs localités par le 225e régiment d'assaut ukrainien. Il faut s'attendre à une augmentation de la pression offensive russe sur le nord de l'oblast de Soumy. Cela s'est produit la nuit dernière, et les nouvelles concernant les récents gains ukrainiens, dont nous venons de parler, sont arrivées après que ce type ait été remplacé. Donc, peut-être que le remplaçant n'est pas encore arrivé, ou que le nouveau est aussi mauvais que l'ancien. Quoi qu'il en soit, c'est une bonne nouvelle pour l'Ukraine et le monde. Maintenant, concentrons-nous sur le sommet pour la paix. Cela va bientôt avoir lieu entre Vladimir Poutine et le président Trump. Nous avons maintenant plus d'informations sur ce qui a été discuté entre Poutine et Witkoff, ce qui a conduit à ce sommet. Et c'est toujours la même histoire. Et il semble qu'il y ait eu un malentendu entre ce que Poutine disait et ce que les États-Unis ont compris. Ce n'est pas la première fois que cela arrive. Si vous vous souvenez, il y a quelques mois à peine, lorsqu'il y a eu un cessez-le-feu concernant les infrastructures énergétiques, la Maison-Blanche a annoncé que la Russie avait accepté un cessez-le-feu sur l'énergie et les infrastructures. Cela signifie que la Russie allait cesser ses attaques contre les installations énergétiques, les infrastructures, les immeubles d'habitation et les centres commerciaux ukrainiens. Le Kremlin a publié une déclaration quelque peu différente. Le Kremlin affirme avoir accepté de cesser les attaques sur les infrastructures énergétiques, sans pour autant y mettre fin. Mais au final, Poutine n'a même pas respecté cela, et il a commencé à attaquer les centrales électriques ukrainiennes, seulement quelques heures après avoir raccroché et publié cette déclaration. Eh bien, il semble qu'un malentendu similaire ait eu lieu cette fois-ci aussi. Selon un média ukrainien, Witkoff a mal compris l'offre de Poutine concernant un retrait pacifique d'Ukraine, en échange de l'abandon de Donetsk. L'Ukraine doit plutôt se retirer des régions occupées par la Russie. Poutine n'a pas dévié de son exigence maximale de contrôler complètement les 5 régions ukrainiennes de Donetsk, Luhansk, Zaporijia, Kherson et la Crimée. Poutine a seulement proposé des cessez-le-feu sectoriels, comme la renonciation mutuelle aux attaques contre les centrales énergétiques ou les grandes villes situées derrière les lignes de front. Les États-Unis ont proposé de lever la plupart des sanctions contre la Russie et de conclure de nouveaux accords économiques en échange d'un cessez-le-feu total. Poutine a déclaré qu'il ne voulait en aucun cas arrêter les grandes offensives de la Russie le long du front, ce qui implique qu'il a rejeté la proposition de Witkoff. Witkoff a interprété la demande de la Russie pour un retrait pacifique des Ukrainiens de Kherson et de Zaporijia comme une offre de retrait pacifique des Russes de cette région lors de ses discussions avec Poutine. Un responsable du gouvernement ukrainien a déclaré que Bill Witkoff ne savait pas de quoi il parlait. Cette évaluation est également partagée par les représentants du gouvernement allemand. Lors d'un appel téléphonique, le 7 août, entre des responsables du gouvernement américain, dont l'envoyé spécial Witkoff, le secrétaire d'État Rubio, le vice-président J.D. Vance et des partenaires européens, la partie américaine a été perçue comme chaotique et désunie. Cela était principalement dû à Witkoff,
dont les remarques sur sa conversation avec Poutine mercredi au Kremlin ont été perçues comme confuses. Il a semblé dépassé mais compétent aux yeux des Européens lorsqu'il a abordé les questions territoriales en Ukraine. Il y avait également un désaccord entre Witkoff et Rubio sur la manière de procéder. Rubio a souligné que les Européens devaient être impliqués dans les processus ultérieurs, mais Vance et Witkoff voulaient seulement informer l'Europe du résultat des prochaines démarches de Trump. Voici donc le rapport en résumé. Permettez-moi de vous expliquer en termes simples ce que cela signifie. Vous voyez, au départ, nous avons appris que la Russie avait accepté de rendre une partie du territoire à l'Ukraine, en échange de l'abandon par l'Ukraine de Donetsk et de Louhansk à la Russie. C'est pourquoi une rencontre entre Poutine et Trump a été organisée et annoncée. Et cela, ça a été une sorte de surprise pour tous les concernés, car jusqu'à présent, la Russie a toujours affirmé vouloir les 4 oblasts, bien sûr en plus de la Crimée, qu'elle contrôle déjà complètement. Donc, le fait que Poutine ait reculé sur ses exigences en disant qu'il ne voulait que 2 oblasts, et qu'en échange il était prêt à céder une partie du territoire que la Russie contrôlait, semblait être un énorme progrès, du moins pour moi. La réalité est vite apparue. Le Kremlin a dit qu'ils n'ont jamais dit qu'ils allaient en céder un quelconque territoire. Ce que le Kremlin a essentiellement dit avoir accepté, c'est que si l'Ukraine abandonne les 4 régions, ils arrêteront d'attaquer les Ukrainiens. C'est ce que le Kremlin exige depuis tout ce temps. Et c'est tout simplement choquant que le président Trump ait accepté de rencontrer Poutine sans que Poutine ne fasse jamais la moindre concession, ni même ne donne le moindre signe qu'il est prêt à faire un compromis. Maintenant, tout le monde essaye de mettre ça sur Steve Witkoff. Je ne suis pas du tout un fan de Steve Witkoff, mais je pense vraiment que c'est Poutine qui ment ici. Ils ont déjà fait ça avant. Dire une chose en privé et une autre en public. Je suis presque sûr que c'est ce qui s'est passé ici. Cette fois, Steve Witkoff avait un interprète de l'ambassade américaine. Je doute donc qu'il y ait eu un malentendu dans la traduction. Ce dont je suis certain, c'est que Poutine disait en privé à Steve Witkoff qu'il était prêt à céder une partie du territoire juste pour obtenir la rencontre, et une fois la rencontre annoncée, le Kremlin est revenu sur sa parole. Parce qu'ils savent comment manipuler l'opinion publique. Ils savent comment tromper le public avec de la désinformation. Ils savent comment jouer à des jeux psychologiques avec l'opinion publique. Et c'est exactement ce que fait la Russie. C'est quelque chose dans lequel la Russie est la meilleure au monde, et nous le voyons se dérouler en temps réel. Il ne nous reste plus qu'à attendre et voir comment se déroulera la réunion dans 6 jours. J'espère que si nous obtenons l'accréditation de presse, Business Basics sera en Alaska pour la couvrir. J'y serai.